Aujourd'hui, je vais vous parler de foie et diabète. J'ai décidé de commencer ma présentation par cette image assez choquante pour vous montrer l'évolution de la chose si on ne prend pas nos patients précocement. Et donc, c'est à nous de faire le choix entre suivre des patients avec un foie qui est plutôt sain ou à des stades précoces de l'atteinte métabolique, ou plutôt de le recevoir un jour par hasard avec une cirrhose ou carrément un carcinome hépatocellulaire. Le foie, cet organe, un organe noble qui participe dans plusieurs phénomènes, la digestion, phénomènes métaboliques, la production des lipides, la synthèse des acides gras, l'oxydation des acides gras, participe dans le métabolisme glucidique par les différents mécanismes, la glycogénèse, la glycogénolyse, la néoglycogénèse. Donc c'est un organe qui travaille dur, qui travaille beaucoup, mais qui travaille en silence. Et lorsqu'il fait du bruit, c'est qu'il souffre déjà. Et c'est le but de la présentation, de le prendre en charge avant qu'il ne souffre. Alors, quel lien existe-t-il entre le diabète de type 2 et le foie? Il faut savoir qu'il existe une relation bidirectionnelle entre les deux, puisque le foie, lorsqu'il est atteint de la MASLD, qui correspond à la Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, est automatiquement constitue un indicateur précoce de l'insulinorésistance. Et cela favorise la survenue du diabète de type 2. Lorsque le diabète est déjà installé, il favorise le déséquilibre du diabète, rend difficile le contrôle glycémique et augmente le risque de complications, que ce soit micro ou macrovasculaire. D'un autre côté, le diabète de type 2, il favorise de son côté la survenue de la MASLD, et cela par le biais de l'insulinorésistance toujours, aggrave la progression de cette MASLD à des stades avancés, notamment la fibrose et le carcinome hépatocellulaire, et augmente le risque de ces complications. Alors, quels sont les stades de cette MASLD? Tout d'abord, cette MASLD correspond à l'accumulation anormale et excessive de triglycérides dans les hépatocytes. Cela survient via différents mécanismes, soit par l'accumulation des acides gras circulants, soit par la synthèse de nouveau de ces acides gras, ou bien par le biais de l'apport alimentaire. Cette stéatose qui correspond à l'accumulation de triglycérides, quand elle évolue vers l'inflammation, dans ce cas-là, on est dans la MASH, c'est la stéatohépatite. Donc la MASLD, c'est l'accumulation de triglycérides. La deuxième étape, c'est l'inflammation. Et cette inflammation est accompagnée de différents stades de fibrose, de F0 jusqu'à F4, jusqu'à l'installation de la cirrhose et puis l'évolution directe vers le carcinome hépatocellulaire. Sur le plan histologique, donc, vous voyez bien la différence entre les deux images à gauche et à droite. À gauche, vous avez une coupe histologique d'un foie qui est sain. Et à droite, vous avez un aspect qui est ballonné, qui est en rapport avec la nécrose des vénules, parce qu'elles ne sont pas bien oxygénées. Donc ce dépôt de triglycérides en grande quantité va être responsable de nécrose. Et par conséquent, ça va donner cet aspect qui est ballonné et qui s'accentue, plus l'inflammation s'aggrave. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la transition et le passage histologique d'un foie qui est sain jusqu'au stade de cirrhose et de cancer n'est pas brutal et n'est pas rapide. Ça passe par la MASLD, comme on vient de voir, l'inflammation avec les différents stades de fibrose avant qu'il y ait la cirrhose et le cancer. Et c'est là où vient l'intérêt de dépister et de prendre en charge nos patients. Mais sommes-nous réellement conscients de la gravité de la situation? Situation grave, pourquoi? Parce que la MASLD est plus fréquente dans le diabète de type 2 par rapport aux autres facteurs de risque cardio-métabolique. Cela a été démontré dans les différentes études qui ont évalué l'association au fil du temps. Et depuis les années 90, on a constaté que la prévalence des deux est en perpétuelle augmentation et que chez presque 68% de nos patients diabétiques ont l'atteinte hépatique. C'est des chiffres qui sont alarmants quand même. D'autre part, l'association est sévère lorsqu'il s'agit de MASLD avec diabète de type 2. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a une augmentation de risque cardiovasculaire, augmentation de risque de morbimortalité, d'insuffisance cardiaque, de mortalité, et cela est dû aux différents paramètres qui accompagnent les deux pathologies, soit l'insulinorésistance, la dysbiose,
l'augmentation des marqueurs inflammatoires, l'hyperglycémie et la résistance à l'insuline. Donc tous ces facteurs-là contribuent à l'augmentation du risque de morbimortalité cardiovasculaire. Cela a été évalué dans différentes études, dont cette étude coréenne qui a objectivé que même la MASLD transitoire est responsable d'une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc c'est une étude qui a été faite chez 4 millions d'adultes qui ont la MASLD. Et parmi ces adultes-là, on avait 600 000 patients qui avaient le diabète. Et parmi les conclusions de l'étude, c'est qu'il faut considérer que la MASLD est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, donc indépendamment de la présence ou pas du diabète. Et que la prise en charge active doit être absolument instaurée et elle va inclure toutes les comorbidités et que la surveillance chez le diabétique doit inclure le foie, le cœur et le rein. Donc depuis toute la journée, on parle cœur et rein. Je pense qu'on a oublié aujourd'hui un peu le foie, donc c'est l'occasion de s'en rappeler. Le risque est lié aussi au risque par rapport à la fibrose avancée, qui a été objectivé chez 38% des patients diabétiques, ce qui est énorme tout de même. Alors l'inflammation chez les patients diabétiques, on la retrouve chez 66%, la fibrose avec des valeurs significatives à 41% et la fibrose avancée, soit à un stade 4, à 15%. Donc ça reste alarmant. En plus de l'atteinte cardiaque et l'atteinte cardiaque, il y a aussi la fibrose, il y a aussi le risque de maladie rénale, puisque la MASLD est responsable chez le diabétique de type 2 d'une apparition et une progression de la maladie rénale chronique. Donc on parle de MASLD, mais c'est quoi? Et quand est-ce qu'il faut la chercher? On a l'habitude, autant qu'endocrino, diabétologue, médecin de famille, de demander, dès qu'on reçoit le patient diabétique de type 2, le fond d'œil, la fonction rénale, le bilan lipidique, mais est-ce qu'on a le réflexe de demander le bilan hépatique et l'évaluation hépatique? Donc tout d'abord, le diagnostic se fait grâce à l'échographie, qui va nous mettre en évidence l'aspect de stéatose hépatique, qui correspond à l'accumulation de gras dans le foie, et par la suite viennent les autres étapes qu'on va voir dans un instant. Alors, une fois la stéatose hépatique est diagnostiquée à l'aide de l'échographie, on va évaluer le contexte de consommation d'alcool chez notre patient. Si la consommation d'alcool est importante, ce qui est défini par une quantité qui dépasse les 20 grammes par jour chez la femme et 30 grammes par jour chez l'homme, on est plutôt orienté vers les pathologies d'origine alcoolique. Mais si cette consommation accrue est éliminée, dans ce cas-là, on est orienté à gauche de l'arbre décisionnel vers la MASLD qui correspond à l'atteinte hépatique métabolique. Donc cette dernière, il suffit de l'avoir en plus d'un seul facteur de risque cardiovasculaire pour retenir le diagnostic, que ce soit le diabète, le surpoids, l'HTA, une dyslipidémie, un tour de taille qui est augmenté, un taux d'HDL qui est bas, d'accord? Donc stéatose avec un seul facteur de risque pose le diagnostic de MASLD. Donc une fois le diagnostic est fait, quelle serait la prochaine étape? Vous avez une idée? Donc je dépiste la stéatose plus diabète, c'est MASLD. La deuxième étape, c'est de dépister la fibrose. C'est le but du dépistage en fait. Comment on fait le dépistage? Donc tout simplement par un score qui est facile à utiliser, qui est le score FIB4, un score non invasif qui, pour être calculé, nécessite l'âge, le taux de transaminase, azat, alat, et puis la numération plaquettaire. Comment je vais utiliser mon score? Donc, soit des applications de calcul, ou bien vous calculez directement en ligne. Donc, si j'ai un taux qui est inférieur à 1,3, je suis rassurée. Je vais surveiller dans 1 ou 3 ans. Si le taux dépasse 2,67, je vais référer automatiquement mon patient chez un hépatologue. Et si je suis entre les deux, ce qu'on appelle la zone grise, dans ce cas-là, soit je vais indiquer un fibroscan, et là, nous, on préfère plutôt orienter vers un hépatologue, ou bien je peux renforcer les mesures diététiques et recalculer le score dans 3 à 6 mois. Si c'est toujours dans la zone grise, j'adresse. Si c'est inférieur à 1,3, je suis rassurée, je recalcule dans 1 à 3 ans. Donc ce score FIB4 est facile, il a beaucoup de points positifs. Il n'est pas du tout coûteux. Il se base sur des éléments qu'on a tout le temps au cours de nos consultations. Il permet de faire un bon triage de nos patients et il est intégré dans les différentes recommandations internationales. Cependant, il a quelques points faibles qu'il faut prendre en considération, mais vraiment, il faut se focaliser plutôt sur les points qui sont forts. Alors, les points faibles, c'est qu'il n'est pas très adapté à l'âge.
Il n'y a pas un score qui est défini selon la catégorie d'âge, donc on peut avoir des faux positifs pour les sujets, âgés et faux négatifs pour le sujet jeune. D'autre part, il peut être faussement positif lorsque le patient est en perturbation de son bilan hépatique en rapport avec une introduction médicamenteuse ou une infection. Donc il ne faut pas hésiter à interpréter le score dans le contexte, dans le bon contexte. Il ne faut pas hésiter à le recalculer à distance d'un épisode qui risque de me faire augmenter le bilan hépatique, notamment une introduction par exemple de statine. Donc si mon bilan hépatique est perturbé juste après, ce n'est pas le bon moment pour calculer le FIB4. D'accord? Si je suis sûre que ça c'est en rapport avec l'introduction de statine. Donc il faut vraiment l'interpréter dans le contexte. Qu'en est-il de l'imagerie? Alors on a vu que l'échographie permet de poser le diagnostic de la stéatose. Le fibroscan permet de poser le diagnostic de fibrose hépatique. Mais ce qu'il faut savoir que l'échographie ne permet pas de me dire si j'ai de l'inflammation ou pas. Donc stéatose, oui, mais ça ne me permet pas de définir la stéatohépatite. C'est un point qui reste à s'améliorer dans les différentes recommandations pour chercher des outils adaptés pour poser le diagnostic de l'inflammation. Donc cette dernière ne peut être objectivée que par ponction biopsie du foie, qui est une technique invasive qui a des indications particulières. Donc je ne vais pas indiquer une PBF chez tout patient avec MASLD. Elle a vraiment des indications particulières qu'il faut voir avec les pathologues. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul moyen pour dire si mon patient est en inflammation ou pas. Donc après avoir établi le diagnostic de la MASLD chez mon patient, il faut bien sûr intervenir. Comment? J'ai 3 volets thérapeutiques. Les interventions sur le mode de vie, et j'ai mis les 3 plus parce que c'est le moyen le plus efficace pour faire améliorer et régresser la MASLD dans les différentes étapes. Le traitement médical et puis la chirurgie. Pour les interventions sur le mode de vie, bien sûr, les mesures diététiques, conseiller des repas qui sont riches en fibres, riches en protéines et fibres en tout ce qui est aliments transformés ou sucre. Conseiller une activité physique adaptée, c'est-à-dire adaptée aux capacités, mais aussi à la volonté et aux préférences du patient. Je ne vais pas imposer un sport à un patient qui n'a pas envie de le faire, d'accord? Du padel à un patient qui s'aimait parce que c'est qu'une raquette. Donc vraiment, il faut adapter l'activité qu'on conseille aux besoins et aux préférences du patient. Ça va être aux alentours de 150 minutes par semaine réparties, d'intensité modérée ou de 75 minutes d'intensité vigoureuse. Et bien sûr, lutter contre les facteurs de risque, tabac, alcool, sédentarité et stress. Le but de l'intervention sur le mode de vie, c'est perdre aux patients du poids, parce que c'est le moyen le plus efficace d'améliorer l'atteinte hépatique. Cette perte de poids doit varier selon le BMI de base. Pour les patients qui ont une obésité grade 1 et 2, favoriser jusqu'à 10% de perte de poids. Mais pour les patients qui ont un BMI inférieur à 25 kg, parfois on se dit, il a déjà un BMI qui est un peu bas, je ne vais pas lui faire perdre du poids. Non, même chez cette catégorie de patients, il faut baisser du poids, ne serait-ce qu'avec un pourcentage de 3%. Mais la baisse du poids est importante pour avoir de bons résultats. Qu'en est-il du traitement médical? Alors plusieurs médicaments, puisqu'on est en train de parler de la MASLD chez le diabétique de type 2, on va choisir les médicaments pour traiter le diabète et qui ont une bonne action sur la MASLD. Alors parmi ces médicaments, on a les analogues de GLP-1 ou bien les co-analogues avec la tirzepatide. Mais il faut savoir que plus tôt on initie le traitement, plus on va être efficace sur la régression et l'amélioration des stades histologiques. Et parmi les nouveautés qu'on a eues dans ce sens-là, que c'est la sémaglutide, parmi les médicaments qui ont montré dernièrement un effet histologiquement objectivé sur les stades 2 et 3 de la fibrose. Donc bien sûr, il y a plusieurs études qui vont être menées dans ce sens, mais c'est parmi les médicaments qui ont été récemment jugés efficaces sur ces stades-là. Je vous montre ce tableau-là qui résume un peu l'impact des différents médicaments sur la stéatose. Alors les 2 médicaments qui ont le plus d'effet, c'est les SGLT2, donc qui réduisent mais uniquement au stade de stéatose, lorsqu'on n'est pas encore arrivé au stade d'inflammation, et c'est plutôt les analogues du GLP-1 qui améliorent lorsque le patient arrive au stade d'inflammation, voire la fibrose. Alors le resmetirom, c'est un médicament qui est le premier médicament qui a été approuvé par la FDA comme étant efficace sur la MASH et même sur la fibrose qui dépasse les 2.
une efficacité qui a été objectivée sur des résultats obtenus grâce à l'histologie. Donc pas sur le fibroscan, mais confirmé par l'histologie. Donc c'est un médicament malheureusement qui n'est disponible qu'aux États-Unis et bientôt en Europe. Donc là, je vous résume un peu les différents médicaments et leurs indications. Qu'en est-il de la chirurgie? Donc il y a deux types de chirurgie qui peuvent être efficaces. La chirurgie bariatrique, bien évidemment, chez le patient diabétique de type 2 avec obésité et Maseldi. Cette dernière a prouvé l'efficacité sur l'histologie et l'amélioration de la Maseldi. Effet positif, bien évidemment, sur le diabète de type 2, tout en réduisant le risque cardiovasculaire. Et puis la transplantation hépatique en dernier recours, lorsque mon foie arrive au stade de la cirrhose non compensée, avec ou sans carcinome hépatocellulaire associé. Donc je vous laisse un petit mot sur la cirrhose qui est liée à la MASH. C'est vrai que ça relève plutôt des centres de référence ou des pathologies ou des centres universitaires, mais certainement vous aurez des patients qui ont du mal à être suivis dans des centres de référence, donc vous allez les recevoir dans vos cabinets ou dans les centres de diagnostic. Ce qu'il faut retenir chez cette catégorie de patients diabétiques, c'est qu'il faut faire attention à deux éléments importants. C'est le risque d'hypoglycémie nocturne, puisque le foie cirrhotique ne permet plus de générer et d'assurer la néoglucogénèse. Donc c'est forcément des patients qui risquent de faire des hypos le soir. Donc d'un côté, il faut ajuster les traitements, éviter les traitements hypoglycémiants le soir, quitte à les enlever carrément, et conseiller des collations le soir, même tard, pour prévenir ces hypos. D'un autre côté, il faut lutter contre la dénutrition, assurer un accompagnement nutritionnel. C'est des patients dénutris et qui souffrent le plus souvent de sarcopénie. Alors là encore, je vous montre ce tableau-là qui explique la possibilité de l'utilisation des différents ADO selon le stade de la cirrhose. Dans ce cas-là, il faut utiliser le score Child-Pugh qui prend en considération le bilan hépatique, le TP, INR et albumine du patient. Alors si on est plutôt vers une cirrhose compensée, on peut utiliser tous les médicaments mais avec précaution. Mais lorsqu'il s'agit de la cirrhose décompensée, qui est à droite, les stades B et C, dans ce cas-là, l'insuline reste le médicament qu'on peut utiliser avec plus de sécurité, bien sûr tout en baissant les doses et ajustant les doses selon les cycles glycémiques des patients et tout en assurant une surveillance glycémique qui est rapprochée. En médecine de famille, il faut savoir que toutes les stratégies de dépistage et de prévention sont mobilisées vers la médecine de famille. C'est le premier contact avec le patient diabétique de type 2, la première prescription. Et par conséquent, il faut qu'il y ait le dépistage même de la pathologie hépatique, de l'atteinte métabolique hépatique, parce que l'intervention sur cette dernière est simple, se base sur les mesures hémodiététiques et sur l'introduction des médicaments qui sont appropriés et qui agissent sur cette composante. Voilà, donc pour conclure, le foie est un organe, comme on a dit, qui travaille dur mais qui est silencieux. Peu de patients sont suivis en consultation spécialisée. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de patients, c'est pas parce qu'on a peu de patients, mais plutôt parce qu'ils ne sont pas dépistés par manque d'information ou manque d'awareness. Donc on n'est pas assez alerté par rapport à la situation. Il est pertinent donc d'intégrer la Maseldi dans l'évaluation globale du risque chez le patient diabétique de type 2. Donc je vous remets cette plaque qui rappelle pourquoi. Parce qu'elle est présente chez 2/3 des cas des patients diabétiques de type 2. Sa progression vers la fibrose est significative. Elle est impliquée dans le pronostic vital par le biais de complications cardiovasculaires et par le biais du carcinome hépatocellulaire. Donc doit être activement dépisté. Le dépistage est simple, FIB4 et échographie. Voilà, je vous remercie.